Donc, merci beaucoup pour cette présentation super intéressante sur ces enjeux-là. C'est sûr qu'il y avait énormément de contenu à la fois côté éthique de la recherche, puis aussi comme valeur scientifique et réflexion à amener. Fait que c'est pour ça qu'on est content d'avoir l'opportunité d'échanger en personne. Puis moi, quand je vous écoutais, c'est parce que j'ai peut-être pas le choix de toujours faire le lien avec la clinique parce que je baigne là-dedans. Oui, je fais de la recherche, mais je ramène ça souvent là, à la clinique. Quand je vous écoutais, j'avais l'impression que ce que vous avez vécu fait un peu aussi l'écho de ce qu'on a vécu dans la clinique. Et je vous pose la question parce que je ne sais pas si c'est vrai ou pas. J'ai eu l'impression qu'il y a eu beaucoup d'innovation en éthique de la recherche qui a eu lieu, toutes sortes de nouvelles choses qui ont été proposées pour essayer de pallier aux enjeux posés par la COVID. Puis en fait, donc, je voulais juste vous entendre sur votre expérience de ces innovations-là. Puis j'ai l'impression qu'en clinique, certaines de ces innovations-là vont être là pour rester. Puis est-ce que vous avez l'impression que certaines de ces innovations-là risquent de rester? Puis on a entendu, il y en a qui resteront peut-être pas. Fait que ça, c'est clair que c'est pas tout qui devrait être là pour rester. Mais dans ce que vous avez vécu, qu'est-ce que vous avez l'impression qui est peut-être là pour rester? Ou qu'est-ce qui vous a fait le plus plaisir aussi? Là? Geneviève, je te laisse commencer. Innovation en termes de ce qu'on a évalué comme procédure de recherche ou plutôt qu'est-ce qu'on crée, nous, pour pallier aux besoins en temps de pandémie? Ça peut être les deux. Ça peut être les besoins d'un comité d'éthique de la recherche avec les demandes d'un CER ou d'un groupe de chercheurs. Ça peut être aussi les méthodes utilisées comme les méthodes de consentement, les méthodes de communication, de transmission d'informations, les deux. Puis les limites de ces innovations-là, parce que je pense que pas toute innovation n'est nécessairement la meilleure chose. C'est sûr qu'on innove pour répondre à des besoins. Mais est-ce qu'il y a des choses que vous pensez seraient là pour rester plus longtemps puis qui ont été possibles, entre autres, à cause de la pandémie parce qu'on a été mis face à ce problème-là? Bien, je pense, la première chose qui me vient en tête, en fait, c'est toute la question de la documentation du consentement. Je veux dire, le consentement écrit traditionnel, comme on le connaît, mon Dieu, il existe toujours, rassurez-vous, mais on a dû être vraiment très, très, très créatifs dernièrement. Je veux dire, il y a des contextes où c'est juste impossible. Et peut-être que ça va nous amener à réfléchir à l'utilisation de consentement. Le consentement verbal enregistré n'existait pas beaucoup à Sainte-Justine. Je pense qu'il va peut-être rester pour des domaines de recherche où le risque est minimal, où le contexte s'y prête. C'est sûr que le contexte de recherche à distance n'existait pas autant non plus auparavant. Hein. C'est complètement, je veux dire, du jour au lendemain, il y a plein de recherches qui se sont mises à se faire à distance avec Zoom au téléphone, par questionnaire web. Même chose pour le consentement par courriel existait un peu plus, je dirais, mais forcément, on a dû comme le repenser. On voit plus juste le consentement documenté comme étant un consentement écrit. Hein, il peut être documenté de différentes façons. C'est un peu sur ça qu'on innove en ce moment. Il y a des choses qui pourront pas rester. Je veux dire, un essai clinique dans un contexte autre, le consentement, même si en ce moment, c'est notre choix préféré de demeurer avec un consentement écrit, je pense qu'il y a des situations d'exception qui sont forcées à revoir un petit peu ça. Mais à long terme, on va revenir avec un consentement écrit traditionnel pour des raisons bien simples de preuves au niveau juridique. Là. Je veux dire, plate comme ça. Là. Mm. De mon côté, moi, je pense qu'on va avoir créé des attentes. Parce que moi, je suis d'un côté, je suis au comité d'éthique, mais de l'autre côté, je suis le chercheur aussi. Puis je dis toujours aux résidents avec qui je fais des projets de recherche que le projet le plus simple, une revue de dossier bien basique, bien simple, c'est 2 mois minimum entre le moment où tu soumets et le moment où tu commences à réviser les dossiers. Puis ça, c'est un revue de dossier. Là. Je ne parle pas d'un essai clinique randomisé. C'est 2 mois habituellement, puis c'est rare. Je ne me souviens pas, là, c'est bien rare en bas de 2 mois. Puis là, maintenant, on fait ça en 14 jours pour des essais randomisés contrôlés. 7 jours, bon, 7 jours. Donc, c'est sûr que ça ne reviendra pas. C'est pas vrai que là, les revues de dossier vont être révisées pendant 7 jours, vous allez pouvoir commencer votre revue de dossier. Là. Mais je pense que ça montre qu'il y a une possibilité de faire les choses. Je pense qu'on mettait beaucoup, tu sais, comme je l'ai dit dans ma présentation, là, on donne les documents à évaluer 1 ou 2 semaines, c'est souvent 2 semaines d'avance. Puis c'est pas vrai qu'on a besoin de... On a besoin de savoir quand est-ce. Si moi, on me dit, le 15, tu vas avoir une réunion, puis on va te donner les documents le 10, bien c'est parfait, c'est juste 5 jours, puis tous les documents qui s'accumulent jusqu'au 10, je peux les réviser parce que c'est pas vrai que je fais ça la semaine d'avant.
Puis oui, il y en a des fois qui le font la semaine d'avant, mais il y en a plus qui le font le matin même qu'il y en a qui le font plus que 48 heures avant. Fait que ça, je pense que ça va montrer qu'il y a des possibilités d'améliorer un peu le système à ce niveau-là. Le fait qu'on ne se rencontre pas, je pense, comme j'ai dit, je pense pas que c'est une bonne affaire. Je pense qu'on va recommencer à se rencontrer. Peut-être qu'on va peut-être utiliser plus la technologie, puis peut-être que ça va être avec Zoom, parce qu'on ne l'a pas fait encore, puis je pense qu'on devrait peut-être le faire. Faire les rencontres de recherche scientifique. Peut-être zoomer ceux qui ne sont pas là, mais je pense que ça va venir. Puis je pourrais ajouter, au niveau éthique, je veux dire, après avoir testé Zoom, évidemment, comme tout le monde, en fait, au début, on ne l'a pas utilisé du tout parce qu'on se disait que c'était pas un outil approprié, vraiment, à avoir des discussions sur plein d'enjeux, sur plein de documents, parce qu'on ne peut pas parler tout le monde à la fois. Maintenant, comme je l'ai dit en présentation, on l'utilise pour... on se fait un 45 minutes sur les enjeux principaux rencontrés dans les projets qui sont à l'ordre du jour, mais ça non plus, comme Justin dit, ça ne va pas rester. Je veux dire, pour une véritable discussion éthique, en tout cas, il n'y a rien de mieux qu'être en personne. Il y a plein de questions très spécifiques qu'on pourrait y venir un peu plus par la suite, justement, sur les questions du consentement, sur le monitoring, etc. Mais j'avais envie de vous poser une question un peu plus générale au départ. On assiste vraiment à un fast track à tous les niveaux. Il y a un fast track au niveau de l'élaboration de la recherche par les chercheurs, il y a un fast track au niveau de l'évaluation scientifique, de l'évaluation éthique, et puis il y a même un fast track au niveau des publications, où on voit des grandes revues, JAMA, Lancet, New England, qui publient extrêmement rapidement. Quels sont les risques que vous voyez, puis est-ce qu'on craint en termes de qualité quand on est sur un comité d'éthique de la recherche? Bien, de mon côté, ce que Jocelyn, tu pourras compléter, mais c'est sûr que les projets arrivent, sont pas aussi bien, les ficelles sont pas aussi bien attachées que d'habitude. Je veux dire, c'est humain, on a des délais, les équipes de recherche, les chercheurs ont des délais extrêmement restreints. En éthique, c'est vrai qu'on agit dans des délais très courts, mais quand même, en tout cas, moi, je tiens à ce que tout le processus soit respecté. C'est juste qu'on fait beaucoup d'évaluations en parallèle entre les différents groupes. La publication des résultats se fait, ça c'était fascinant aussi. Là, on prépublie les articles de journaux sortent, même pas dans des journaux scientifiques, les journaux plus populaires sortent des résultats. Je voyais la semaine passée un vaccin qui fonctionne, on l'a testé chez 8 participants. On ne verrait pas ça d'habitude. Ces 8 participants, ça ne veut pas dire beaucoup en général. Mais je pense que ça demande d'être expliqué au public aussi, comme de bien interpréter ces résultats-là qu'on donne à la population. Je sais pas, je suis d'accord avec toi, Geneviève. Là, moi, mon père se lève très tôt, là, vers 5 heures le matin, puis il reçoit son journal de Montréal à cette heure-là. Donc, il est heureux. Puis moi, je me lève pas si tôt que ça, mais maintenant, je me lève tôt, donc 7 heures moins quart. Puis souvent, il me texte à 7 heures moins quart comme quoi il est au courant d'une étude qui vient de sortir. Moi qui fais la revue de littérature, je ne suis pas au courant encore. Donc, ça sort dans Monsieur Tout-le-Monde qui est à la retraite. Bien, il est au courant avant même les gens avant les chercheurs, avant les cliniciens. Puis on dit toujours que ça prend à peu près 2 à 4 ans entre le moment où une étude est publiée et le moment où ça arrive dans la clinique. Mais là, c'est un peu l'inverse. C'est que le balancier est un peu l'autre bord, puis ça fait des chiffres que tout le monde reçoit de la chloroquine. Non, finalement, ça ne marche pas la chloroquine, on repart l'autre bord. Là, c'est le remdesivir. Puis c'est ça, puis les études, ils commencent à publier des affaires qui, en pré-publication, on ne reçoit pas les résultats. Le docteur Fauci parle des résultats, mais il les publie 3 semaines plus tard. C'est moins... je pense que c'est beaucoup moins rigoureux. Puis il y a des chances... On veut tellement aller vite que là, on va peut-être trop vite, puis on dévie l'autre côté, là. Donc, je pense qu'il faut faire attention. Puis tout ce qui est pré-publication, quand c'est même pas révisé par les pairs, j'ai un peu de difficulté avec ça parce que si c'est une si bonne étude que ça qui a besoin d'être publiée vite, elle va être publiée vite dans une grande revue scientifique. Donc, c'est pas vrai qu'il faut que tu la publies, là, comme le docteur Daoud à Marseille, là, qui publie dans son journal avant même de l'envoyer dans une vraie revue scientifique parce que c'est trop important. Bien, ça donne ce que ça donne. Là. Ça donne ça comme résultat. Puis là, finalement, ça ne marche pas son affaire.
Si on plonge plus précisément dans certaines des questions qui ont été posées, il y en a, pas de façon surprenante, plusieurs sur le consentement. Fait qu'on revient un petit peu à ce que tu avais abordé un petit peu au début, Geneviève. C'est-à-dire sur les processus de consentement, l'innovation qui a eu lieu dans le contexte, qu'est-ce qui est là pour rester, qu'est-ce qui est là peut-être pour pas nécessairement être fait en tout temps. Fait qu'il y avait des questions, par exemple, sur... donc, peut-être déjà de revenir sur pourquoi un consentement écrit, pourquoi une signature est importante, dans quel contexte elle serait surtout importante, puis quelle est la place, justement, donc de consentement, d'autres formes de consentement. On a parlé du consentement verbal enregistré. Est-ce que le consentement via des formulaires électroniques, donc quel est le rôle des technologies d'information dans le consentement? Et puis, c'est ça. Voilà. Je pense que ça donne vraiment la question. Donc, l'écrit versus le verbal versus via une technologie d'information. Quelles sont vos réflexions là-dessus? En fait, moi, ce que je trouve, au-delà de la signature, là, ce que je trouve le plus important, c'est le processus d'information, en fait. Comment s'assurer que les participants ou que les parents, dans le cas des enfants, aient accès à toute l'information, aient la possibilité de poser des questions aussi, d'être assurés. Donc, cet échange-là entre humains, moi, c'est ce qui m'importe le plus. Après ça, ben, la question de la signature, de la documentation du consentement, ben, c'est une façon de pouvoir garder une trace du consentement, là, un élément de preuve, là, mais je pense qu'il y a différentes façons de le faire. Je veux dire, un consentement verbal enregistré, je veux dire, si on veut se donner le trouble de le conserver, c'est plus une difficulté technique, là, je veux dire, de le conserver super longtemps, dans le fond. Mais, je veux dire, pourquoi pas? Après ça, ben, je veux dire, beaucoup de gens me disaient « Ah oui, OK, des consentements par courriel, comment aller chercher une signature électronique? » Ben, je pense que des fois, il y a une question de signature électronique. D'autres fois, on n'a peut-être pas besoin de signature électronique dans des projets à moindre risque. On peut peut-être aller avec un consentement documenté, c'est-à-dire que on va signer notre formulaire, on va prendre une photo, puis on va envoyer la photo de notre signature de notre formulaire par courriel. C'est pas une signature électronique, mais moi, je pense que c'est un consentement documenté. Si je réponds par courriel, on m'envoie le formulaire de consentement, je parle avec l'équipe de recherche, puis je réponds en disant « OK, oui, j'accepte de participer. » Bien, je pense qu'on le documente aussi. C'est ça, je pense qu'il y a différentes façons de... Mais on invente encore, ça nous a poussé à faire un modèle de script pour le consentement par téléphone pour aider les équipes de recherche la semaine passée. Moi, je ne vais pas rajouter grand-chose. Je suis un peu comme un gérant d'estrade à cette partie-là. Là. Je ne suis pas plus brillant que tout le monde qui écoute, donc je m'étais... Il y a des questions même assez précises. Est-ce qu'on pourrait penser un jour à des consentements complètement virtuels ou bien est-ce qu'avec les nouvelles technologies de l'information, on pourrait créer un accès électronique sécurisé et même faire du monitoring à distance? Quelles sont vos préoccupations, vos visions par rapport à ça? En fait, moi, j'ai toujours trouvé que les formulaires de consentement pour les essais cliniques sont beaucoup trop longs. Alors, j'aimerais bien challenger un jour. C'est pas parce qu'il y a plus de pages que le participant comprend plus ce qui va lui arriver. Je pense bien au contraire. J'aimerais ça qu'on retourne à une forme beaucoup plus simple. Je suis tombée sur quelqu'un dans mon équipe qui avait trouvé un formulaire qui datait d'il y a plusieurs années. L'essai clinique tenait sur, je pense que c'était une page et demie là, à peu près. C'était fascinant. Puis en lisant, on me disait « Mon Dieu, tout est là, c'est clair! » Pourquoi on est passé de ça à 23 pages? Bon, 23 pages, on essaie de pas en avoir, mais j'exagère un peu. Mais dans certains cas, on a quand même des formulaires de ce nombre de pages-là. Moi, j'aimerais tester, je serais partante pour tester un formulaire, par exemple, avec un iPad où on explique avec une vidéo à la personne ce qui va se passer. Je pense pas qu'on se passerait de l'être humain à côté qui est là pour répondre aux questions, mais pourquoi pas expliquer l'étude avec un film que j'en ai vu d'ailleurs dans certaines études, mais c'est fascinant. Je pense qu'on pourrait explorer ce côté-là puis être avant-gardiste. Définitivement. Moi, je prends la balle au rebond là-dessus parce que c'est justement ce que je crois aussi. Je pense qu'il y a de la place même pour la recherche. Puis l'auditoire, qui est un auditoire de gens qui ont un intérêt en éthique clinique, bien, si vous voulez faire de la recherche en éthique clinique, je pense qu'il y a de la place pour étudier la compréhension des gens. Si tu peux faire un essai randomisé à leur donner le consentement traditionnel versus le consentement juste un iPad avec une petite vidéo qui explique l'étude, que ce soit le chercheur principal qui explique son étude avec des images,
puis après ça, tu regardes qui a bien compris, qui a mieux compris l'étude. J'aurais tendance à croire que la vidéo va être meilleure, même si je pense que les équipes de recherche sont bonnes. Je pense que la vidéo va permettre de montrer des images, des schémas, puis ils vont se souvenir, ça va mieux marquer. En tout cas, mais si quelqu'un est intéressé par un projet de recherche, il y a de la place en masse à ce niveau-là. Puis je dirais, j'ajouterais particulièrement avec la population de Sainte-Justine où on a des enfants et des adolescents. Oui. Mais pour la question de l'assentiment, c'est clair que ça prête à penser que ce serait aidant. Oh oui, moi je pense qu'une explication par iPad risque de mieux fonctionner avec cette population-là qu'un format de consentement écrit à lire. Absolument. Je pense qu'il nous reste une ou deux questions assez précises, puis après ça, on va réélargir. on creuse les questions vraiment plus pointues, mais il y avait quelque chose sur le monitoring qui a été mentionné par Geneviève, puis l'importance en fait du monitoring éventuellement en personne pour les études, pour les essais cliniques, l'importance des comités de sécurité, là. Donc, il y avait une question sur est-ce que sur les réflexions sur en fait la protection des données, pourquoi c'est pas quelque chose qui pourrait se faire à distance, pourquoi est-ce que c'est quelque chose qu'on pense qu'on doit encore faire peut-être en présence. Et puis, en fait, donc, sur tout le transfert des données dénominées, puis le transfert de l'information, est-ce que c'est quelque chose dont l'hôpital est responsable? Donc, est-ce que c'est une responsabilité des archives ou est-ce que c'est une responsabilité des CER? Bien, en fait, en ce moment, ce qui se passe à Sainte-Justine, c'est que j'ai eu le temps de me renseigner, parce que j'ai vu la question passer, puis je vais vous l'avouer, je ne connaissais pas la réponse, mais je me suis renseignée. Merci à Nathalie. Donc, les archives transfèrent l'information aux équipes de recherche qui, elles, dénominalisent et envoient l'information à la personne qui s'occupe du monitoring à l'externe. Fait que ça, c'est la première chose. Le monitoring externe a ses limites, je pense. Déjà, on n'envoie pas n'importe quelle information au monitoring externe. Deux, je crois encore en les rapports humains. Je pense qu'il n'y a rien de mieux de venir sur place, de pouvoir poser ces questions à l'équipe de recherche, de pouvoir regarder les dossiers avec l'équipe de recherche, regarder des données sans pouvoir poser de questions puis pouvoir les interpréter. C'est totalement différent. Puis établir un lien avec les équipes. Donc, je pense que pour des raisons de sécurité, en fait, clairement, à Sainte-Justine, quand c'est un essai clinique, on exige qu'il y ait du monitoring sur place. Ça n'empêche pas qu'il va y avoir du monitoring à distance à certains temps particuliers, mais on veut qu'il y ait du monitoring sur place. On y tient vraiment. Juste d'expérience, moi, j'en ai vécu du monitoring externe. Puis la raison pour laquelle les gens font ça, c'est pour économiser. C'est qu'ils ne veulent pas envoyer un moniteur qui va partir de Toronto, venir chez nous à Sainte-Justine, regarder nos dossiers. Mais on ne peut pas, de la façon que ChartMax est fait, tu ne peux pas imprimer les pages de ChartMax, tu ne peux pas les sauver. C'est fait justement pour pas que ce soit... Si tu veux l'utiliser, il faut que tu fasses un print screen de ton ordinateur. Tu mets ça sur un PowerPoint. Puis après ça, tu essaies d'enlever les parties où il y a le nom du patient. Puis là, tu fais ça pour chaque page. Fait que toi, tu travailles comme un fou juste pour faire des équivalents de photocopie pour envoyer à un moniteur qui ne veut pas se déplacer chez vous. C'est pas une raison. Ça donne... Un, tu prends des risques. Deux, lui, peut-être qu'il économise parce qu'il n'envoie pas son moniteur chez vous, mais toi, ça te prend 3 fois plus de temps. Fait que je ne vois pas le bénéfice au total du monitoring à distance, malheureusement. Des questions aussi qui touchent plus l'allocation des ressources et les protections du patient ou du participant. On a compris aussi à travers de votre recherche que vous faisiez une forme de triage aussi des projets de recherche en fonction de plusieurs critères. Est-ce que vous faites aussi du triage en fonction, par exemple, des médicaments qui seraient en pénurie et qui seraient utilisés dans une recherche, qui auraient des indications pour les patients? Est-ce que vous pouvez commenter et élaborer un peu plus par rapport à ce triage? Bien, en fait, on fait pas encore un triage. On n'a pas dit à personne, ton étude, tu ne peux pas la faire parce qu'il y a déjà trop d'études sur le sujet. Mais ça nous a été soumis comme quoi il fallait qu'on commence à penser à ça parce que ça s'en venait. Donc, on n'est pas encore rendu au point où on dit à des gens de ne pas le faire, mais on est rendu au point à dire à des gens, mais écoute, la question de recherche que tu veux faire, puis le questionnaire que tu veux poser, il y a déjà 6 personnes qui ont la même population que toi, qui ont un questionnaire différent. Donc, on essaie de mettre les gens pour qu'ils travaillent ensemble. Donc, peut-être que dire, ben
Je vais vous donner un exemple. Pour des revues de dossiers en pédiatrie, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils se sont aperçus qu'il y avait je ne sais pas combien de projets de revues de dossiers pour, je vais dire un chiffre, là, on va dire 8 questions. Donc, au lieu d'avoir 8 équipes qui font chacun une revue de dossier sur des dossiers pour répondre à une question différente, ils se sont mis ensemble et ont dit, bien, chacun qui va réviser va répondre, va regarder le CRF qui va comprendre les 8 questions. Donc, au lieu que 8 équipes révisent chacun 100 dossiers, ça va être 8 équipes qui vont réviser 100 dossiers ensemble. Donc, chaque équipe va réviser peut-être 20 dossiers parce qu'il y a un peu de chevauchement. Donc, c'est une bonne utilisation des ressources qui va répondre aux questions. Donc, on peut faire la même chose aussi pour les études de cohorte ou prospectives ou même les prises de sang. On ne va pas repiquer l'enfant 3 fois, mais si on le pique déjà pour une étude, est-ce qu'on peut s'organiser pour que tout le monde ait les mêmes prélèvements au même time point? Pour les interventions, notre comité est en discussion là, pour voir, parce que présentement, on a quelques interventions, puis il y a des interventions qui peuvent être en même temps, puis il y en a d'autres qui ne pourront peut-être pas être en même temps. Bon, on n'est pas encore... c'est pour ça que c'est un comité où il y a 8 ou 9 personnes maintenant qui vont être impliquées. On n'est pas venu encore à dire à quelqu'un, écoute, ton étude n'est pas intéressante, on ne la fait pas. Peut-être que ça va arriver, mais je pense que les gens... ça me surprendrait qu'on vienne à ce point-là là, pour dire ben ton étude n'est peut-être pas utile. Mais ça se peut pour les prélèvements, on dise à quelqu'un écoute, toi, tu veux suivre tel marqueur chez les patients, mais il y a déjà plein d'autres gens qui veulent suivre d'autres marqueurs qui ont l'air plus intéressants et qui vont peut-être changer la vie du patient. Ce n'est pas juste des connaissances. Puis, c'est ce qui a été décidé. Un des critères numéro 1, c'est est-ce que ça bénéficie aux patients individuellement? Après ça, est-ce que ça bénéficie à la population? Donc, si ton étude, c'est une intervention, puis ton primary outcome, c'est la survie, mais aussi il y a plein d'autres prises de sang pour d'autres choses, bien, ça se peut que ces plein d'autres prises de sang-là, il n'y ait pas au chercheur qui fait l'intervention, mais qu'il y ait un autre chercheur qui, lui, a vraiment besoin parce que c'est son primary outcome, c'est ces bilans sanguins-là. Moi, je trouve que c'est quand je vous écoutais en parler même d'autres fois, je trouve que c'est une des super belles innovations, cette idée d'encourager en fait la collaboration. Je pense qu'elle se fait spontanément dans le contexte d'une pandémie. On cherche à collaborer plus, mais aussi, tu sais, comme vous avez aussi une vue d'ensemble de tout ce qui se fait, tu sais, d'encourager la collaboration ayant cette vue d'ensemble-là, je trouvais que c'est vraiment une des belles choses que vous aviez faites. Puis il y a une des questions qui a été posée dans l'auditoire sur, bien, au niveau national, donc, tu sais, sur les études multicentriques nationales ou sur les études multicentriques même internationales. Quelles ont été certaines de vos expériences? Est-ce que vous pouvez commenter sur comment ça s'est passé ou sur des réflexions que vous avez eues face à ça? Geneviève, je te laisse commencer ou? Non, je te laisse répondre. J'ai pas beaucoup de choses à dire sur ça. En fait, ben, je pense pas qu'on a eu beaucoup. On participe à des études nationales, même internationales à Sainte-Justine. La coordination de tout ça, personnellement, je crois qu'elle est un peu déficiente. Quand je vois le nombre d'études qu'il y a sur le remdesivir ou sur le plasma ou sur la chloroquine, ben c'est un peu décevant de voir qu'il y a 40 études présentement dans le monde sur la chloroquine. Là, c'est peut-être moins vrai cette semaine, là, mais il y avait une quarantaine d'études sur la chloroquine qui voulaient chacun recruter 500 patients. Si je leur envoyais un email aujourd'hui à tout le monde, je leur demandais combien de patients tu as recrutés, bien, on aurait probablement l'équivalent de 5000 patients déjà de recrutés dans ces 40 études-là. On pourrait répondre à la question plutôt que d'attendre que chacun finisse sa petite étude de son côté. C'est sûr que c'est du bon. Il y a du bon à avoir plusieurs études en même temps pour montrer que ce n'est pas juste le hasard. Il faut que tu répètes les résultats, mais là, je trouve qu'il y a beaucoup de monde qui essaie de faire les choses de leur côté au lieu d'unifier, mais je ne sais pas qui serait l'espèce de champion là, qui pourrait, tu sais, l'OMS ou bien le New England Journal. Où, tu sais, moi, je peux bien appeler tout le monde et dire hey, la gang, on se met tous ensemble puis on poule toutes nos données, mais je ne suis pas assez gros pour influencer ça. Fait qu'il faudrait que ce soit, je ne sais pas, les éditeurs du New England qui se mettent ensemble et qui annoncent on aimerait ça avoir vos données, les 10 études sur le remdesivir qui sont en cours présentement. C'est mon point de vue personnel. Et je vois que Julie n'est pas d'accord avec ça. Mais probablement qu'effectivement, sur certains points, la collaboration se fait bien. Il y a peut-être des structures qui existent qui permettent cette collaboration-là, mais peut-être que sur d'autres points, moi, effectivement, les hérésies chloroquine, on a vu comme toutes sortes de choses qui sont passées jusqu'à ce qu'on finisse par décider que finalement, ça ne marchait pas. Mais probablement qu'il y a un peu des deux qui se passent.
J'aurais tendance à, comme bonne Étienne, trancher au milieu. J'ai une question qui touche pas spécifiquement à cette dimension-là, de la collaboration plus large ou de la compétition qui persiste, mais comment est-ce qu'on se préoccupe des populations les plus vulnérables avec l'augmentation des demandes en lien avec la COVID? Est-ce qu'on est tenté de les approcher trop peu? Comment est-ce que vous gérez ça dans des contextes d'urgence et de développement de projet? Oui, je pense que c'est le comité que Jocelyn est en train de monter, notre comité COVID-19 à l'hôpital pour, comme il expliquait, tu sais, je veux dire, la population pédiatrique en est un bon exemple. Je veux dire, c'est quand même une population vulnérable sur laquelle on veut faire beaucoup d'études en ce moment. Il y a un nombre limité de personnes. C'est la même chose, je dirais, c'est la même chose chez les professionnels de la santé. Il y a un nombre limite de questionnaires qu'on peut vous faire passer pour voir comment vous gérez votre anxiété, par exemple, à l'urgence en ce moment. C'est sûr, sur les femmes enceintes, je veux dire, on le voit aussi. Je veux dire, c'est une population limitée. On veut beaucoup étudier, justement, c'est ça, tout l'impact de l'anxiété, du stress chez cette population-là. Mais je sais pas, Jocelyn, tu peux parler un petit peu plus du comité qui est en place? Oui, bien, on en a parlé un peu dans notre comité parce qu'on s'est dit ça justement, entre autres sur les femmes enceintes, qu'il y a plein d'études sur les adultes. Et les femmes enceintes, bien, ils remplissent la définition d'adulte. Puis, mais s'il y a des études, souvent, ils vont être exclus de ces études-là parce que bien, ils sont enceintes. Fait que là, ils ne sont pas étudiés. Puis, c'est difficile de ne pas les étudier. Mais en même temps, c'est difficile de les mettre dans la même batch que tous les autres adultes. Tu sais, c'est pas la même chose, c'est pas les mêmes problématiques, puis les complications peuvent être très différentes. Donc, je pense que ça prend des gens qui font justement de la recherche chez ces populations-là. Donc, nous, à Saint-Justine, on est un peu chanceux parce qu'il y a quand même pas mal de gens qui font de la recherche sur la femme enceinte. Mais il y a d'autres populations vulnérables qui sont en pédiatrie. Le gros problème, c'est que la maladie, elle est quand même pas si méchante que ça. Fait qu'on n'a pas tant de patients que ça. Si on commence à morceler puis on fait des sous-groupes, c'est pas tous les enfants, mais on va prendre juste les enfants qui ont eu la leucémie ou juste les enfants qui ont la fibrose cystique, bien, on va avoir des études à 4 ou 5 patients. Là, donc, c'est pas facile dans ce contexte-là. On peut aussi penser à la population vulnérable dans un tout autre contexte où la population vulnérable n'est pas nécessairement le sujet de recherche, le participant. Si on a besoin d'étudier un instrument médical, par exemple, auprès de patients atteints de la COVID, on peut penser que la vulnérabilité peut être aussi du côté du personnel médical qui va devoir passer plus de temps auprès de ces patients-là, pas juste pour leur expliquer l'étude, mais pour pouvoir tester l'instrument médical. Fait que la vulnérabilité, on la vit des deux côtés en ce moment. Il y avait une question sur la fameuse méprise thérapeutique, therapeutic misconception, qui est cette idée que les gens, des fois, donc un patient ou un participant, quand il est inclus dans un essai clinique, n'est pas tout à fait au fait du jour qu'il pourrait recevoir un placebo, puis il pense qu'il va recevoir le médicament. C'est vrai que dans le contexte, puis là, on peut certainement penser à l'hydroxychloroquine, puis aux sorties de Trump, puis d'Elon Musk, là, puis on a vu des études qui ont démontré qu'ils avaient beaucoup d'impact, même sur les pratiques de consommation et d'achat de médicaments. Est-ce que vous avez des réflexions sur cette méprise thérapeutique? Est-ce que vous la voyez différemment dans le contexte de la COVID? Est-ce qu'elle existait avant puis elle existe maintenant? Donc, quelles sont vos réflexions sur ça? Moi, je pense que ce serait plus les gens qui font le recrutement qui seraient mieux placés pour répondre. Les assistants de recherche, les infirmières de recherche. C'est sûr que c'est possible, mais c'est toujours une question de comment le consentement est obtenu et expliqué, où il y a une chance sur 2 ou une chance sur 3 d'avoir le médicament ou pas avoir le médicament. Puis nous, les chercheurs, on veut qu'il y ait des placebos, on le demande. Mais il y a plein d'études qui sortent présentement où il n'y a pas de placebo. Donc, ils ont donné le remdesivir à tout le monde. Ils ont donné 2 doses, une petite ou 5 jours versus 10 jours. Puis, on ne sait pas si le médicament fait effet, mais on sait que 5 jours, 10 jours, c'est la même affaire. Donc, ça,
Puis les patients, ils veulent quelque chose. Puis moi, je comprends, si j'étais sur le bord de mourir, j'aimerais mieux qu'on essaye quelque chose que de me dire on va nous donner un placebo, ça ne devrait pas être bien l'effet placebo pour la survie, ça ne doit pas être si fort que ça. Là. Moi, je pense que c'est important je veux dire, comme avant la pandémie, je pense que c'est important d'impliquer le personnel de recherche, plus le personnel soignant pour expliquer l'étude. Sur la déclaration de Helsinki nous met en garde aussi de faire en sorte que ce ne soit pas le médecin qui obtienne le consentement des participants pour ça, pour pouvoir bien distinguer ce qui est soin et ce qui est recherche, puis assurer une liberté de participation. Je pense qu'il y a quand même des cas... il y a quand même des cas où le médecin doit être impliqué parce que c'est lui qui connaît la condition de son patient le plus. Mais dans ce cas-là, je pense que c'est essentiel qu'il y ait tout le temps du personnel de recherche qui soit aussi impliqué pour comme, bien faire la distinction soins-recherche. Ça existait avant, ça existe encore, je pense, pendant la pandémie. Une question qui est un peu plus spécifique peut-être par rapport à votre expérience depuis le début de la pandémie, puis toute cette rapidité de révision, etc., dont on a parlé. Est-ce que vous avez déjà eu des retours par les chercheurs qui vous présentent un peu les défis avec lesquels ils sont confrontés, avec aussi l'accélération, puis justement le passage rapide de ces recherches sur les unités de soins, les équipes, les infirmières de recherche, etc. Est-ce que vous avez déjà eu des retours? Bien, moi, ce que je constate en fait sur le terrain, c'est que l'étude nous est soumise et elle n'est pas dans sa version finale. Elle est présentée comme étant une version finale, mais elle n'est pas dans sa version finale. C'est pour ça que tantôt je disais, les ficelles ne sont pas toutes attachées parce qu'on va vite. Donc, ce qui arrive, c'est que nous, on évalue le protocole tel qu'il est soumis. On commente, il y a des réponses, on approuve. Une semaine après, on a une demande d'amendement majeur, une demande de modification majeure, on réévalue, on boucle la boucle. Une semaine après, ça recommence. Et là, ça peut être comme ça sur des semaines. Fait que ça, c'est exigeant pour tout le monde, mais on ne peut pas en vouloir à personne. Je veux dire, tout le monde est de bonne foi, tout le monde fait le mieux qu'il peut. Mais c'est quelque chose qu'on vit beaucoup en ce moment et qu'on ne vit pas d'habitude. Moi, je ne peux pas dire au comité scientifique qu'on a rarement un retour sur nos commentaires. Ben, on a un retour des chercheurs, mais une fois que l'étude est commencée, on n'entend plus parler, puis on entend parler en regardant le Journal de Montréal. L'autre chose qui bouge aussi, c'est les mesures soumises par surtout les compagnies pharmaceutiques ou les centres coordonnateurs, les mesures d'exception pour gérer l'étude comme il faut auprès des participants pendant la pandémie. Ça aussi, c'est appelé à bouger. Ce qu'on pense qui est bon la semaine 1 n'est pas nécessairement bon la semaine 5. Puis ça, c'est une leçon, en fait, que je tire de tout ce qui se passe en ce moment, d'un point de vue plus de gouvernance, c'est que les décisions qu'on prend pour du court terme, au début, ne sont pas nécessairement bonnes pour du long terme. Et il faut être capable de souplesse, puis être capable de revoir c'est quoi notre position du début, puis pourquoi on ne la changerait pas parce que les circonstances changent. Donc, je veux dire, il y avait un moment d'urgence à la mi-mars. On a mis des mesures en place rapidement, c'est nécessaire, mais il faut être capable d'évoluer. J'ai 2 exemples en tête. Je veux dire, les projets de recherche qui sont permis à l'hôpital. On est parti des projets COVID avec les essais cliniques thérapeutiques. Après, moi, je leur disais, hey, je pense que c'est pas éthique de ne pas permettre les projets de recherche où on n'a pas besoin d'être à l'hôpital. Je pense qu'il y a de la recherche qui peut se faire sans mettre personne à risque, qui ne sont ni COVID, ni essais cliniques nuls. Fait que là, ça s'est ajusté. Après ça, la semaine dernière, le centre de recherche a ajouté une nouvelle catégorie. On peut faire de la recherche sur des participants qui viennent de toute façon à l'hôpital et on ne les met pas plus à risque dans ce temps-là. Donc, tranquillement, on évolue. Puis ça, je pense que c'est sain. Puis l'autre exemple que j'ai en tête, c'est le monitoring à la distance pour y revenir. C'est qu'au départ, il y a beaucoup d'hôpitaux qui ont dit « OK, stop, plus personne ne rentre dans l'hôpital, on ne fait plus de monitoring sur place. » C'est parfait pour 2 semaines. Mais pour 1 an, ça ne fonctionne pas. Faut revoir, il faut repenser. Donc ça, je pense que c'est une leçon à tirer en termes de gouvernance. Être capable d'évoluer avec la situation. Je pense que c'est important. Moi, je pense que ça fait la conclusion parfaite au webinaire, Geneviève. Fait que moi, on va arrêter sur ce commentaire-là parce que je pense effectivement ça résume bien qu'est-ce qui reste à venir, en fait, là, parce que
Là, vous roulez à 100 000 à l'heure depuis 2 mois et demi, mais je pense qu'on va être là-dedans encore un certain temps. Fait que je pense qu'on a aussi tous des choses à apprendre. Dans les commentaires, il y avait beaucoup de remerciements pour la qualité de votre présentation, mais aussi pour le travail que vous faites. Puis là, je vais prendre comme ma position de chercheur qui vous remercie énormément parce que c'est vrai que vous êtes quand même un comité d'éthique puis un comité scientifique parce que, qui a fait vraiment preuve de grande rigueur, puis créativité et d'ouverture. Et je suis vraiment heureuse que vous ayez pu venir présenter ces innovations puis ces réflexions avec nous aujourd'hui. Fait que je partage le remerciement, là, puis il y en a d'autres qui apparaissent là, dans le chat. Fait que merci beaucoup pour les deux, pour votre travail et pour votre présentation ce soir. Ça rentre, c'est beau. Et puis sur ça, je vous souhaite une très belle soirée. Puis pour tous les autres, vous pouvez passer le mot que les webinaires sont disponibles en ligne ensuite de ça sur le site web ethiqueclinique.ca. Et je vous souhaite une belle soirée. Merci. Merci beaucoup, Geneviève et Jocelyn. Merci. Merci.